Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, sujet pesant. Pourquoi la détresse après une séparation? Bien évidemment, le propos se veut général, alors que cette détresse s'évalue de manière casuistique, c'est-à-dire au cas par cas. À chacun sa rupture, à chacun sa détresse. Néanmoins, de toutes ces globalités, si on survole un peu les enjeux, on peut arriver à en tirer quelques conclusions. C'est toujours intéressant. Ça souffre lors des ruptures et en règle générale, ce sont à peu près les mêmes troubles, les mêmes laïus, les mêmes ressentis, les mêmes émotions qu'on peut retrouver, à des degrés, bien évidemment, plus ou moins différents. Il y a un curseur, mais il est actionné, quoi qu'il arrive, du plus bas au plus haut, parfois très très haut. J'ai même envie de dire parfois hors curseur. Lorsqu'un être humain est quitté, reste à savoir de quelle manière, reste à savoir depuis combien de temps les partenaires étaient ensemble, reste à savoir ce qu'il s'est passé pour en arriver à cette rupture. Donc c'est là où ça devient casuistique, sachant que chaque être est différent et que chaque être va aimer différemment. Lorsqu'un être humain est quitté, brutalement, une faille s'ouvre dans l'existence du sujet, de la personne qui est quittée. Cette faille qui s'ouvre brutalement produit un vide considéré par le sujet, par l'être humain comme abyssal, un puits sans fond, une béance. Cette détresse, où est-ce qu'elle trouve sa source? Eh bien cette détresse, elle trouve sa source dans plusieurs dimensions. Certes dans l'histoire du sujet, bien évidemment. La perte d'un partenaire, c'est l'effondrement d'un lien amoureux tissé avec ce même partenaire, c'est l'effondrement de repères construits avec ce partenaire. Ce sont des repères. L'être humain, quand il perd ses repères, il n'est pas très content. Il est un petit peu perdu. Repère, perdu. Bien souvent, l'être humain a tendance à exister au travers du regard de l'autre. C'est un vrai souci, c'est un vrai problème, néanmoins c'est un problème récurrent. Ça se travaille, c'est un gros boulot, c'est ce qu'on pourrait appeler l'estime de soi, un trouble d'estime de soi, mais l'être humain a tendance à se reconnaître, à exister pleinement au travers du regard de l'autre. Comme un miroir. Tu lui retires l'autre, eh bien il a cette tendance, ce ressenti, que le support identificatoire a disparu, donc effectivement il y a une difficulté à exister par soi-même. Je perds celui qui me validait, celui ou celle. Je perds aussi quelqu'un qui, au quotidien, était présent, et sa présence était absolument fondamentale. C'est quoi la présence au quotidien? C'est mille et une choses, ça peut être la présence physique, évidemment, mais comme il y a énormément de rencontres virtuelles aujourd'hui, ça peut être les visios, ça peut être des SMS, des messages, les WhatsApp, des petites vidéos, les réseaux sociaux, peu importe, la présence de l'autre quelque part. Donc, on passe de la présence à l'absence. Plus la personne était référencée, importante, plus elle était un point de repère fondamental, plus elle était identificatoire, c'est pas anodin ce que je vous raconte, et plus le vide est considéré comme, l'absence de l'autre, le vide est considéré comme abyssal, sans fond. Quand tu commences à plonger là-dedans, pour ne pas dire à couler, tu peux avoir cette tendance, c'est plus qu'une tendance, c'est un ressenti, à avoir l'impression que tu vas jamais remonter. D'abord, c'est difficile de croire que tu vas remonter compte tenu que tu es en train de descendre. Comme qui dirait, il y aura une forme d'antinomie ou du moins une forme de paradoxe. Il y aurait surtout une réalité mécanique, métaphysique. C'est difficile d'envisager que tu vas remonter quand tu es en train de descendre. Ça, c'est un élément à prendre en très très haute considération, j'ai presque envie de dire, quand il y a une rupture, le moment qu'il est souhaitable d'attendre, à un moment donné, c'est au moins à minima la cessation de la descente. Et puis de pas descendre trop bas, t'as compris l'affaire, plus tu descends bas, c'est pas toi qui décides, hein, on est bien d'accord, ça se fait tout seul, plus le chemin à parcourir pour remonter risque d'être excessivement difficile, pénible, harassant, éreintant. Le sujet est donc confronté à ce moment-là, le sujet qui est quitté, confronté à une béance physique, on parlait de la présence tout à l'heure, et psychique. Perte de repères, perte de support identificatoire, perte de la présence, quelle qu'en soit la manière,
Et on va encore rajouter d'autres choses, vous pensez bien. L'espace autrefois rempli par l'autre s'en retrouve totalement vide. Et ce vide semble, à ce moment-là, sur cette base-là, sur ce constat-là, sur cet état de fait, impossible à combler. C'est ça la détresse. C'est ce qui se met en place après un choc et après un constat. Sensation, perception, émotion, perte de repère et tout ce qui s'ensuit. Dans notre société moderne, n'est-ce pas, quelle est la place de l'amour et de la relation? Eh bien, l'amour est souvent représenté néanmoins, ça évolue un peu, mais comme un idéal, voire même un idéal absolu. C'est un refuge contre tant et tant et tant de choses. Mais cette vision de l'amour idéalisé masque fondamentalement un paradoxe fondamental. L'amour est exalté, perçu, présenté comme existentiel pour l'être humain, comme une nécessité existentielle, tout en étant soumis, l'amour, à l'instabilité structurelle des relations humaines. Jamais autant les relations humaines n'ont été autant complexes. L'idéalisation de l'amour, c'est une construction idéologique. La détresse liée à la rupture affective, à la rupture amoureuse, est en grande partie façonnée par ce discours social que l'on est susceptible d'entendre. Ce discours omniprésent structure les relations affectives. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à la relation d'amour. C'est pas l'amour au sens amoureux du terme comme avec un partenaire, c'est l'amour tout court. C'est l'amour avec un grand A, avec un A majuscule. On ne découvre pas l'amour quand vous avez votre premier mec ou votre première nana à 18, 19 ou 20 ans ou 25 ans. Pas du tout. L'amour, c'est un concept, c'est une notion dans laquelle vous avez grandi, avec ou sans l'amour. C'est pas un truc qu'on découvre à 20 piges. On connaît le dossier. Quand tu commences l'amour avec ton premier mec ou ta première nana, et que t'as 14, 16, 18 ans, t'as déjà un dossier. T'as déjà des connaissances. Tu sais pas les articuler, tu sais pas t'en servir, ça part un peu dans tous les sens, mais t'as déjà un dossier, t'as déjà des connaissances. L'amour, c'est souvent vécu et présenté comme un aboutissement personnel. Une réussite. L'amour, c'est le garant d'une forme de stabilité. Être aimé, ça donne du sens à l'existence. En partie, mais il y en a d'autres des sens qu'il faut trouver à son existence. On va y revenir. L'amour, c'est souvent vu, perçu, raconté, présenté comme une preuve d'une valeur, de la valeur. Une preuve de valeur. Or, cette sacralisation de l'amour, bien souvent, produit un effet pervers. Elle rend la séparation ou les séparations catastrophiques. Non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan identitaire. Puisque j'existais au travers du regard de l'autre, je n'existe plus puisque l'autre a disparu. L'individu ne perd pas seulement un être aimé, il perd un statut social. Être en couple, c'est un statut social, c'est une vision, c'est un regard que la société porte dessus, et un repère psycho-affectif fondamental, un lien psycho-affectif fondamental. Si la personne a déjà eu des blessures préalablement, imaginez ô combien cette rupture va générer une véritable déflagration. Et réactiver, c'est une chaîne, la vie est une chaîne, et réactiver effectivement les anciens maillons de la chaîne. Pas si anciens que ça. Quid de l'individu contemporain face à la précarité relationnelle? L'idéologie contemporaine, moderne, impose un double discours paradoxal. D'un côté, le discours, il prône l'autonomie absolue, aime-toi, fais attention à toi, l'estime de soi, la valeur de soi, et ainsi de suite, l'autonomie. Et en même temps, de l'autre, elle maintient l'idée que l'amour comble un manque fondamental. Cette contradiction place l'individu dans une situation complexe. Il doit être autonome, mais néanmoins il souffre quand il est tout seul. Il doit s'attacher à une personne, aimer, être aimé, mais néanmoins pas de manière démesurée, de façon à pouvoir se détacher sans douleur. Il doit idéaliser en partie la relation tout en acceptant l'idée que ça peut s'arrêter. On est dans du paradoxe permanent. C'est capital, c'est important, c'est intéressant de soulever effectivement ces éléments de réflexion. Vous l'avez compris, ça fait 10 fois que je le dis, lorsqu'une rupture intervient, la douleur de la séparation, eu égard à tout ce qu'on soulève depuis tout à l'heure, la douleur de la séparation devient alors une forme de dissonance idéologique. Comment accepter la fin d'un amour dans un monde où l'amour est présenté comme essentiel? La rupture, c'est une perte ou c'est une désillusion, ce qui n'est pas la même chose. Les mots ont un sens, vous le savez. Face à cette perspective, vous le savez,
La souffrance n'est pas seulement liée à la perte de l'autre, mais aussi avec une illusion qui s'effondre, littéralement. L'illusion, vous avez cru en quelque chose, et cette croyance s'effondre littéralement. L'amour qui semblait absolu, indestructible, se relève finalement, souvent, éphémère, fragile et éphémère. Cette confrontation, à cet ensemble de choses, à cette antinomie, à ce paradoxe, d'une certaine manière, tout devient suspect. T'as plus le même entrain, t'as plus le même engagement, t'as plus le même enthousiasme à rentrer en interaction amoureuse avec l'autre. T'y crois plus trop. Tu te surprotèges, tu te méfies, tu vérifies, tu cherches à évaluer, t'es dans la suspicion, t'es dans l'ultra-protection. Autrement dit, tu remets en cause cette notion de l'amour. Ou bien soit, vous persistez dans l'idéalisation et chaque rupture est susceptible de devenir une catastrophe. Autrement dit, la détresse amoureuse est à la fois une blessure affective et une crise idéologique. C'est pas conscient à ce moment-là. Vous êtes focus sur le partenaire qui a disparu. Il n'y a même pas de réflexion derrière tout ça. C'est pourquoi il est parti, il me manque, je ne vais pas m'en sortir. Il n'y a pas de réflexion. Qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire? Il est souhaitable de déconstruire un petit quelque chose. Si l'amour est une idéologie construite, comme un absolu, entre guillemets, voire sans guillemets, alors le vide, après une rupture, serait lui aussi construit, puisque l'idéologie de l'amour est une construction. Ce qui en découle est forcément une construction également, ou c'est le prolongement d'une construction. Vous saisissez ça? C'est important que vous saisissiez ça. Ce vide, sur cette base-là, c'est pas une réalité objective. Ça repose sur des éléments, une illusion notamment. C'est toujours problématique d'organiser, d'agencer son quotidien sur une illusion. Mais néanmoins, cette illusion, on l'a vu, elle a une nécessité, sinon tu avances le pied sur le frein. Et si tu avances le pied sur le frein, t'as pas du tout le même résultat que celui que tu as obtenu en étant plein tube, à fond. C'est ça le paradoxe dont on parle depuis tout à l'heure. Puisque ce vide n'est pas une réalité objective. Il est donc une conséquence du discours et d'une croyance qui fait de l'amour une nécessité existentielle. Façon de parler. Les ressentis le confirment. Quand tu es amoureux, tu es au top, tu te rends bien compte qu'il n'y a pas grand-chose qui outrepasse ce genre de choses. Les hormones, la manière dont elles sont activées, te fait bien dire que l'amour, c'est supra, c'est au-dessus de tout. Donc ça accrédite cette construction idéologique. Tout ça, ça s'aligne. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, c'est l'absolu. Mais il y a beaucoup d'éléments qui vous font dire que c'est l'absolu. Et qui viennent dire que l'amour semble nécessaire. Nécessaire, ça ne veut pas dire qu'il faut que ça soit absolu pour autant. Il a le bémol. Dès lors, sur cette base-là, quelle semblerait être l'approche adéquate, facile à dire, incroyablement compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, mettez ça dans un petit coin de votre tête. Il est souhaitable de dépasser l'idée que l'amour est une condition sine qua non du bonheur. C'est une parmi tant d'autres. L'auto-réalisation, la réalisation de soi, doit reposer sur un certain nombre de paramètres, pas sur un seul paramètre. Fût-il ce paramètre très important. Un paramètre plus important que les autres ne veut pas dire et ne néglige pas pour autant les autres paramètres. Ça, c'est un premier point. Il est souhaitable. Second point. Il est souhaitable de considérer chaque expérience amoureuse comme une expérience, c'est le cas de le dire, plutôt qu'une validation identitaire, existentielle. Je vis une expérience géniale. Demain, je ne sais pas, mais à ce moment-là, c'est génial. Mais attention, tout ne doit pas reposer là-dessus. Même si c'est génial. Je vais me démerder pour que demain, ça soit la même chose qu'aujourd'hui, mais je ne vais pas tout miser là-dessus. Et ce que je suis, ce que je représente, ce qui me caractérise, ne repose pas que sur la relation que j'entretiens avec telle ou telle personne. Capital. Troisième point, accepter la fin, autrement dit la rupture, comme une transition plutôt que comme une catastrophe. Je sais très bien, c'est un discours. C'est facile à dire, c'est même pas facile de vous le dire, d'ailleurs c'est pas si simple, mais je sais très bien que c'est beaucoup plus complexe quant à la mécanique psycho-affectivo
émotionnel. Je le sais bien. Néanmoins, ce sont des éléments qui peuvent sembler utiles, concrets, cohérents. On n'est pas en train de parler des petits oiseaux, je ne sais quoi, des éléphants roses, et puis des licornes, et puis des arcs-en-ciel, et ainsi de suite. Non, c'est une approche différente de l'amour. Du lien à l'autre, des enjeux, et malheureusement potentiellement des ruptures. Ça sous-entend quoi? Que ça incite à un travail de déconstruction, psychique et idéologique, afin de ne plus être captif de la représentation de l'amour, ou du moins, qui rend toute séparation absolument insupportable, à moins de ne pas être très investi, mais là c'est différent, et je suis pas sûr qu'on puisse parler d'amour. En conclusion, avoir un petit schéma mathématique bien sûr, obligatoire, une rupture, est-elle une émancipation possible? C'est une question. Plutôt que d'être seulement une perte, la rupture est peut-être un moyen de questionner, une opportunité de questionner les illusions qui nous façonnent. Certes, la souffrance est réelle, c'est incontestable, c'est incontournable. Impossible d'en faire fi, hors de question d'en faire fi. Faut l'interroger. Et la souffrance, c'est pareil, c'est en bout de chaîne, c'est la chaîne qu'on interroge. Pas le dernier maillon de la chaîne qui est la souffrance. Faut essayer de comprendre ce qu'il a produit. De quoi est-elle la production? Le produit. Et on l'a vu, c'est le produit d'une construction. Savamment alambiquée. Déconstruire cette idéologie permettrait alors de trouver un rapport à l'autre, à la relation, à l'amour, à la valeur de soi, à la fragilité des choses, plus lucide à l'amour et au rapport à soi-même. Alors mes petits amis, rien de mieux qu'une écriture algébrique pour illustrer parfaitement le propos que je viens de vous tenir pendant un certain nombre de minutes. Cette rupture, elle peut avoir un formalisme, une modélisation, autrement dit une écriture algébrique. La perte de l'autre et l'état dans lequel ça met un sujet, le sujet qui est quitté, ça s'écrit. On va l'écrire sous une forme d'équation. L'équation du vide, psycho-affectif, psycho-affectivo-émotionnel, psycho-affectivo-émotionnel idéologique, vu qu'on a vu que la construction de l'amour était très idéologique. Si on modélise l'équilibre du sujet, l'équilibre interne du sujet, par une fonction ES. Cette fonction ES, elle est définie comme étant la somme de plusieurs facteurs stabilisants dans la relation, avant la rupture. Parce que pour parler du après, il faut parler du avant. Il n'y a pas de après sans avant. Soyons logiques. Les maths, c'est pas des chiffres, c'est de la logique. Quels sont ces facteurs qu'on va reprendre? On va les regarder ensemble. L'identité du sujet, la sécurité affective, la dépendance affective, les projections futures, la présence du partenaire, voilà, tout ça on va l'écrire, sous forme d'équation. Loin d'être une simple absence, le départ de l'autre s'inscrit comme étant une soustraction, vécue subjectivement comme un anéantissement partiel du soi, de sa propre personne. La modélisation mathématique permet de figurer cet effet de sidération que ça produit et le vide que ça constitue, tout en soulignant bien évidemment la nécessité d'un processus de reconstruction. Autrement dit, un processus de deuil. C'est une période transitoire, en fait, si vous voulez. C'est une écriture à un moment donné, mais qui, en fait, n'est que le début d'une période assez longue, c'est vrai, d'un état transitoire. La rupture, c'est un état transitoire. Le plus court possible, même si c'était extrêmement compliqué. L'écriture de base, elle est là. Et après, vous allez voir, on va développer. On l'a dit, l'équilibre du sujet. E de S, l'équilibre du sujet, prime, égale le vide. Ça, c'est l'écriture au moment de la rupture. Comment on en arrive là? Je vais développer. D'où est-ce qu'on part? On part toujours de l'équilibre du sujet. ES égale. Initialement, là c'est la rupture, ça. D'accord? Ça, c'est l'écriture de la rupture. Ok? Avant la rupture, forcément, il y a la relation qui se déroule bien. Alors, pas aussi bien que ça, parce que sinon, il n'y aurait pas la rupture. On est bien d'accord. Mais à un moment donné, elle s'est bien déroulée, cette relation. Elle est égale
je vais développer AI plus A plus F plus P. Très bien. C'est l'équilibre du sujet dans le couple. Elle est égale à I plus A plus F plus P. Je vais développer chacun de ces points-là, évidemment. I, ça représente l'identité du sujet, son sentiment d'exister de manière autonome. C'est presque, j'ai envie de dire, ce qu'il était avant la rencontre. C'est bien présent, c'est ici, c'est très important. A, c'est l'attachement, c'est une caractéristique. C'est la manière dont la personne, dont le sujet, s'attache à un partenaire, et particulièrement à la manière dont il était attaché au partenaire. Il est là le partenaire. A, c'est donc le lien affectif et sécurisant qui unit le sujet à l'autre, au partenaire. Le sujet, c'est toujours lui. F, bien évidemment, ça correspond au futur, à la projection future, au futur envisagé. C'est une projection, à la continuité perçue, présumée, espérée, souhaitée de la relation. F. P, c'est la proximité du partenaire, la présence effective du partenaire, son rôle structurant au quotidien. L'équilibre du sujet repose sur tout ça. Son identité, son attachement, le futur envisagé, la projection, et effectivement la présence du partenaire. La présence effective du partenaire. Ça, c'est le couple épanoui. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a une rupture. Enfin, entre-temps, façon de parler, il y a la rupture. Donc forcément, l'écriture est modifiée. Elle devient ES' égale I' plus A' plus F' plus P'. Il s'est produit, vous l'avez vu, un réajustement d'écriture. Ça établit la transition entre l'état structuré de la relation et l'état du vide. Ce réajustement d'écriture, c'est pour formaliser le constat, le vide et le climat de crise, l'état de crise. État de crise, ça c'est la crise. Hop. Et ça c'était la plénitude, alors là, le top. Tiens, on va mettre le top. D'accord? Hop. Et ça c'est la crise. D'accord? Du fait de la séparation et du vide abyssal, le passage de IAFP à I', A', F', P' traduit donc une écriture mathématique réajustée. Ce réajustement, il est dû à la séparation, il est produit par la séparation. Pourquoi cette écriture réajustée? Parce que chaque lettre reste. I, il reste. L'identité du sujet, elle reste, elle ne disparaît pas. La caractéristique de l'attachement reste, elle ne disparaît pas. Elle évolue, mais elle ne disparaît pas. La fonction de projection dans le futur ne disparaît pas. Elle évolue, mais elle ne disparaît pas. La présence du partenaire, là, effectivement, il y a une évolution absolument considérable. Lui, il disparaît. On pourrait d'ailleurs presque à la limite, d'une certaine manière, l'éliminer. Ça serait possible. On pourrait écrire ES égale I, ES', bien sûr, égale I' plus A' plus F'. Point, puisque le partenaire disparaît. Donc, effectivement, on pourrait le retirer. On pourrait le barrer et le retirer. C'est une écriture possible. D'accord? Ces variables restent, elles évoluent, à part le P, qui pourrait disparaître. On peut l'écrire ou on peut effectivement le faire disparaître. Par exemple, l'attachement A, il existe toujours. Certes, il est fragilisé, mais il existe. Il n'est pas immédiatement annulé. Il subsiste sous la forme de la nostalgie, par exemple, du manque, de la dépendance. Il existe toujours, même si le partenaire n'est plus là. En fait, c'est la persistance du lien, mais sous une forme altérée, d'où l'écriture modifiée, réajustée, du fait du départ et du départ du partenaire et du vide que ça crée. Donc, la variable reste, mais sa valeur évolue. Ça transforme sa valeur ou sa nature. Si effectivement, on met des chiffres, alors, ES, l'équilibre du sujet, un prime, égale, donc, l'identité du sujet, compte tenu qu'il existait au travers du regard de l'autre, 0.
plus le lien à l'autre, il n'est plus réellement existant, il existe sous une forme effectivement superfétatoire, subsidiaire, 0, plus f, 0, plus p, on l'a vu, il est là, 0, ES égale 0, plus 0, plus 0, plus 0. ES' égale 0. ES' égale le vide. Le vide est égal à 0. On est parti de cette écriture-là, et la démonstration me permet de retrouver cette écriture. Simple, ce qui ne veut pas dire simpliste. Cette écriture-là traduit parfaitement un effondrement total de l'équilibre du sujet. ES égale 0. Si on avait effectivement des valeurs ici, ça pourrait être, alors j'ai plus de place du tout, je sais pas comment je vais démerder, si j'essaye d'en faire un peu là, voilà, ok, je suis même pas sûr que vous voyez quelque chose d'ailleurs, on pourrait avoir, au début, initialement, ES égale 10, plus 10, plus 10, plus 10, donc ça fait 40, voilà. Et là, sur un camembert, 40, bah, tout est rempli, quoi. Voilà. Là, c'est 10, là, c'est 10, 10, 10, voilà. Et en fait, quand il y a rupture, quand il y a le deuil, bah, le camembert, il est toujours là. Hop, ça, c'est le quart de chaque truc. On va pas s'en sortir avec ça. Bah, il reste 0, plus 0, plus 0, bah, il n'y a plus rien. Allez, au pire, le mec, il a un petit peu d'estime de soi. Hop, il lui reste ça. Comment vous voulez avoir l'impression de ne pas être dans le vide, alors qu'il reste que ça, compte tenu que votre camembert avant, il était saturé. Totalement rempli. Vous comprenez? Voilà. C'est ça. C'est vachement intéressant. C'est ça une écriture algébrique. C'est ça effectivement une modélisation. Ça permet de comprendre, sous forme de mathème, une problématique relationnelle. Cette formulation illustre comment l'autre, en tant que support, peut être si central pour une personne, pour un sujet. V représente le vide affectif, le plus absolu, un état dans lequel l'individu ne perçoit plus de continuité, ni en lui-même, ni dans son avenir. Le vide. Ou une forme de vide. Comment voulez-vous ne pas le ressentir, compte tenu que vous êtes là, alors que vous étiez ici totalement saturé, rempli, comblé par la relation de couple. ES' égale V, le vide. V égale 0, ou proche de 0, équivalent à 0. Proche de 0, style là, style ça. Voilà. On garde 5 ici. 5, 0, 0, 0, voilà, ça fait 5, 5 sur 40, voilà, ça vous donne cette proportion-là. Compliqué de ne pas avoir l'impression du vide et du manque quand vous êtes dans cette configuration. Prenez grand soin de vous, à très bientôt pour un autre thème, et j'espère que la petite écriture sous forme de mathème, la petite écriture algébrique vous a, elle aussi, j'ai pas mis de fractions pour pas déranger, puisqu'on m'a fait comprendre que les fractions, il fallait absolument pas y toucher. Je vois qu'il y a quelques traumatismes historiques chez certaines personnes, n'est-ce pas? Donc j'ai pas mis de fractions, je me suis contenté d'une équation. Et quoi si on? Ça vous dit quelque chose, ça? Et quoi si on? Il y avait déjà tant de choses à dire, mais ça a déjà été dit. Je ne vais pas y revenir sur ce qui a déjà été dit. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.